Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon nouveau livre qui est paru ce mardi 6 juin 2023, Le narcissisme, créateur ou destructeur. Donc la collection sans questions-réponses. Et donc dans ce nouveau livre, je m'interroge sur la question du narcissisme. Le narcissisme peut-il être créateur, en lien avec soi, en lien avec les autres? Ou doit-on toujours penser que le narcissisme est destructeur? On pourrait parler de narcissisme grandiose dans la définition du DSM-5. Le livre aborde ces questions et s'interroge sur les causes d'un narcissisme grandiose, les causes dans l'enfance, quels troubles de l'attachement peut engendrer un tel narcissisme, à quoi on peut le reconnaître, est-ce qu'il y a des conditions favorables pour un narcissisme créateur ou un narcissisme destructeur. Quelles pistes peut-on envisager pour soigner un narcissisme destructeur et quelles sont les conditions sociales qui favorisent cette pathologie? Voilà autant de questions auxquelles j'essaie de répondre dans ce livre. Et on va d'abord aborder le narcissisme créateur. Le terme narcissisme est souvent associé à de l'égocentrisme, à de la domination, à un désir d'être admiré, de paraître au détriment de l'être. Même si tout cela peut être présent dans le comportement d'un sujet, au narcissisme destructeur, il n'en est pas moins vrai que le narcissisme créateur existe et qu'il peut se traduire par une capacité à s'intérioriser, à se connecter à ses émotions, à ses besoins, à ses limites, à ses valeurs, pour être en accord avec soi-même, être soi. Et donc, dans ce cas, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, est au service du cœur, au service de l'amour pour soi, mais aussi de l'amour pour les autres. Il est empreint d'un sentiment de sécurité. Dans cet état, l'individu est capable de prendre du recul, d'analyser son ressenti, de réguler ses émotions et il est capable de trouver des solutions sans que ce soit au détriment du lien avec soi et avec l'autre. Donc cette conscience de soi, de son intériorité, je l'ai appelé narcissisme créateur, il est capable à ce moment-là de donner du temps à la vie intérieure et donc à développer cette conscience de soi, cette conscience de ses ressources et à travers cette capacité à se connecter à ses ressources, de pouvoir réguler ses émotions. Donc cette intériorité évite de se perdre dans l'action et de s'identifier à ses performances, ce qui est bien le cas d'un individu au narcissisme destructeur. Il s'identifie tellement à ses performances qu'il perd la connexion avec son être. Donc le sujet créateur, eh bien, il sait se différencier d'autrui grâce à cette conscience de soi, de cette intériorité. Et dans cette différenciation, il est capable d'accepter la différence. Le plaisir de créer sa vie est plus grand que le plaisir de dominer, d'écraser l'autre, d'exploiter autrui. Le narcissisme créateur d'une personne la met en lien avec ses émotions, avec celles d'autrui, ce qui favorise l'empathie et la compassion. La personne est moins dans le jugement et davantage capable de bienveillance. Par contre, dans le narcissisme destructeur, comme on va le voir, eh bien, il n'y a pas cette bienveillance pour le ressenti intérieur et pour le ressenti de l'autre. Cette capacité à être en empathie est également présente dans l'amour pour soi et cela favorise le respect de soi comme le respect de l'autre. Le sujet est alors capable de dire non face à des comportements abusifs sur le plan émotionnel ou bien à des comportements maltraitants
car il respecte sa sensibilité en étant à l'écoute de lui. Et c'est cette capacité à se connecter à soi qui permet d'identifier finalement les signaux de danger réels et de s'en protéger. Et donc ce sujet est moins manipulable parce qu'il est davantage à l'écoute de soi et davantage capable de poser ses limites. Par contre, le narcissisme destructeur abîme le lien avec soi et le lien avec l'autre. L'individu au narcissisme destructeur, pathologique, refuse la différence car il protège son ego avec différents mécanismes de défense et cet ego, il est empreint d'insécurité, mais ce sentiment d'insécurité peut être caché derrière une apparence de supériorité. L'individu, en effet, nie ses émotions, ses besoins, les désirs d'autrui, en imposant ses désirs. Il ne respecte pas les limites d'autrui, car il désire imposer sa volonté, exercer son pouvoir sur autrui, qui est le pouvoir de son ego. Il détruit aussi l'identité de l'autre dès que l'autre ne correspond pas à ses attentes, si l'autre lui met des limites, si l'autre le critique, car au fond, il y a une insécurité qui est liée à une baisse d'estime de soi. Le sentiment de supériorité le protège d'un sentiment d'infériorité. Et donc, ces agressions violentes peuvent mettre en péril ses relations aux autres, qui sont alors instables et ne durent pas. En effet, il n'accepte pas que l'autre ait un avis différent et qu'il prenne des initiatives à son détriment. Il ne supporte pas que l'autre n'adhère pas à son plan. Il nie sa propre vulnérabilité car il est coupé des souvenirs traumatisants de son enfance et d'une souffrance insupportable à la base de ses mécanismes de défense. Et donc cette souffrance insupportable, c'est souvent la non-reconnaissance de sa personne. Donc cette blessure de reconnaissance est associée à un sentiment d'infériorité, une faible estime de soi qu'il compense par une attitude supérieure, méprisante et une exigence de perfection. C'est le mécanisme de défense qui est associé au combat. Une partie de lui traumatisée, donc est dans la survie, l'insécurité et nie la souffrance de l'enfance avec un comportement combatif, comportement de survie qui lui a permis de survivre. Et donc, ce comportement combatif se traduit par un jugement sans compassion, sans empathie, une tendance à exiger la perfection d'autrui et sa propre perfection, une tendance à dominer et donc à se couper de sa vulnérabilité. Bien sûr, il y a tous les degrés dans l'échelle du narcissisme, avec à l'extrême la pathologie perverse narcissique. Et avant d'en arriver là, on trouve le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable. Le narcissisme vulnérable étant un sentiment de supériorité qui se cache derrière une attitude en retrait. Et donc, on peut le repérer à travers les jugements vis-à-vis d'autrui. Mais ce n'est pas apparent, alors que le narcissisme grandiose est vraiment une attitude très apparente qui vise à être admirée, à prendre toute la place, aussi bien dans le discours que dans les comportements, et qui s'associe aussi à une recherche d'être vu et entendu par des gens que le sujet estime supérieurs à lui. Mais c'est au fond une quête de reconnaissance insatiable. Elle s'associe aussi à un manque d'empathie, une tendance à exploiter l'autre, et cela cache un vide intérieur, vide qui est lié à la négation des émotions, négation des besoins profonds de la personne. Et donc, ça crée des relations de compétition où l'envie est très importante avec la dévalorisation d'autrui.
Donc le sujet narcissique est dans des relations difficiles, conflictuelles, dès le moment où l'autre n'adhère pas à son point de vue, à son plan. Au fond, derrière cela, on peut observer un trouble de l'attachement et on peut découvrir que l'attachement insécure évitant est présent depuis l'enfance, car ce sujet a grandi auprès d'un parent distant, dur, dominant, manquant d'empathie et peu impliqué envers lui. L'enfant a ressenti qu'il dérangeait dans son enfance et il a craint d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses désirs. S'il l'a fait, il a découvert que son parent ne réagissait pas positivement et donc l'enfant a appris à ne pas exprimer ses émotions, ses besoins, voire à les nier. Donc, l'enfant, petit à petit, a développé son indépendance, une indépendance qui est très différente de l'autonomie. L'indépendance, donc, se manifeste par le fait de ne pas pouvoir, finalement, demander de l'aide, coopérer et essayer de chercher le lien avec autrui, un lien profond. Cette indépendance, donc, se manifeste par le fait que le sujet évitant ne partage pas, ses émotions profondes. Alors que l'autonomie, par contre, favorise un lien profond. Petit à petit, donc, le sujet nie, en grandissant, son ressenti, ses besoins et cela amène finalement une telle frustration qu'elle ressort, sous la forme de colère inappropriée, expulsée sur autrui. Le sujet choisit d'éviter l'intimité et il cherche des outils pour renforcer son indépendance. Il craint d'être envahi par les demandes et les besoins d'autrui, ce qui perturbe sa relation aux autres. Il peut y avoir aussi parfois un narcissisme destructeur qui peut se manifester avec un trouble de l'attachement insécure, désorganisé, s'il y a eu de la maltraitance psychologique, verbale, parfois physique ou sexuelle. Et dans ces cas, le sujet évite non seulement la relation, mais par moment va vers l'autre et est ainsi instable au niveau de la relation, alternant donc évitement et rapprochement, mais avec une dominante d'évitement. Et il y a beaucoup d'insécurité, de stress que l'on peut percevoir dans le comportement de ce sujet. Il est il a donc vécu des relations imprévisibles avec son parent, des relations qui l'ont figé, de terreur par moments. Et il a été dominé par un sentiment d'impuissance et de solitude dans son enfance. L'enfant devient à son tour alors imprévisible, repoussant et par moments agrippant la relation. Hyper vigilant, cet enfant grandit en repoussant puis en s'agrippant. Il devient hypersensible aux stimuli qui l'entourent et il interprète vite négativement ces stimuli à cause de son vécu de maltraitance. La relation aux parents ne lui permet pas de se rapprocher et de comprendre les codes sociaux, ni de réguler ses émotions. Et donc, il a un haut niveau de stress et d'insécurité n'arrive pas à réguler. Il grandit avec un manque de confiance en soi et il va le compenser par la survalorisation de soi, l'idéalisation de soi et donc la dévalorisation d'autrui. Voilà ce qui concerne le narcissisme destructeur. Est-ce qu'on peut soigner ce narcissisme destructeur? Bien oui, dans la mesure où ce sujet peut vivre des situations qui déclenchent le sentiment d'insécurité et c'est par exemple le cas en cas de rupture, si son partenaire finalement est tellement insécurisé, stressé par la relation qu'il s'enfuit, eh bien ce sujet peut consulter, être dominé alors par des sentiments d'insécurité et voilà, recourir à des addictions, par exemple, pour éteindre cette anxiété, ce stress intense. Et donc, la consultation est une solution alors envisagée.
Donc, s'il est motivé, ce sujet peut alors découvrir son stress post-traumatique complexe et prendre conscience que les symptômes qu'il peut manifester sont la manifestation de ce trouble de l'attachement insécure et d'une souffrance beaucoup plus profonde qui vient de l'enfance. Par exemple, comme symptômes, on peut repérer l'insomnie, l'agressivité, l'irritabilité, un état de dissociation, un problème de régulation des émotions, une instabilité relationnelle, des ruminations, une difficulté à se concentrer, à être présent à soi et à l'autre, une attitude très critique, une difficulté à se sentir proche d'autrui, des manifestations physiques du stress comme les maux de tête, les maux de dos, les troubles digestifs, une maladie auto-immune, des palpitations et un burn-out ou une dépression. Donc un tel profil demande une approche thérapeutique adaptée qui tienne compte à la fois du corps et de l'esprit, ainsi que de la mémoire traumatique. Ces patients ont besoin d'une interaction humaine, empathique, sans jugement, bienveillante et chaleureuse à cause des troubles de l'enfance, des troubles de l'attachement et des traumatismes profonds qui sont associés à ces troubles, à ces symptômes. La psychothérapie EMDR, avec la thérapie des états du moi et la thérapie polyvagale, permet de développer la sécurité intérieure, la conscience de soi, de ses sensations, de ses émotions et les ressources nécessaires pour aborder les traumatismes. Le dialogue émotionnel avec les parties du moi en souffrance, en état de survie, et la désensibilisation de la charge émotionnelle liée au traumatisme peut aider ce sujet à retrouver davantage d'humanité, d'empathie pour soi, pour les autres. Ces approches favorisent le développement d'une pensée moins binaire, pas blanc-noir, mais nuancée, qui favorise également la compassion pour soi et pour l'autre. Une pensée donc qui développe l'estime de soi, une juste estime de soi, qui ne soit ni surestime ni mésestime de soi. Donc ces sujets ont besoin, dans l'expérience de la thérapie, de retrouver un lien humain avec autrui et soigner ainsi les traumatismes profonds de l'enfance. J'utilise moi-même ces différentes approches avec mes patients et cela peut vraiment les aider à sortir de cet état d'insécurité qui est présent dans l'enfance mais qui est caché derrière des mécanismes de survie, notamment combattre, fuir, se figer. Et donc, ces patients aussi d'un mécanisme de survie à l'autre avec une dominante du combat. Et c'est possible d'aller reconnecter la souffrance de l'enfant blessé en soi pour guérir et rétablir une juste estime de soi, une relation bienveillante avec soi-même et avec autrui, plus d'empathie pour soi et pour autrui. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire mon nouveau livre, donc le narcissisme créateur ou destructeur, qui est paru ce mardi 6 juin aux éditions Ellipse dans la collection Sans questions-réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une belle journée.